Le 3 mai 1996, une date gravée dans la mémoire collective de la Belgique. Dans le paysage paisible et aquatique de Zenegat, près de Malines, un petit garçon de 2 ans, plein de vie, s'est volatilisé. Liam van den Branden jouait près de la maison de sa grand-mère, puis plus rien. Pas un cri, pas un témoin fiable, pas une seule trace. Son pull Jungle King et ses chaussures Tom and Jerry ont disparu avec lui, comme s'il n'avait jamais été là. Ce qui a commencé comme une recherche frénétique dans les eaux sombres des canaux environnants est devenu l'une des affaires non résolues les plus déchirantes du pays. Une affaire qui a mis en lumière les limites des enquêtes traditionnelles et a forcé une nation entière à innover, à repousser les frontières de l'espoir. De la frappe de millions de pièces de monnaie à son effigie, à une campagne numérique audacieuse, utilisant le nom de l'une des plus grandes stars du football mondial, la recherche de Liam a tout changé. Comment un enfant peut-il disparaître en plein jour sans laisser la moindre trace? La police a-t-elle commis des erreurs cruciales dans les premières heures, coûtant un temps précieux qui aurait pu changer le cours de l'enquête? Et comment une famille, brisée par la douleur, peut-elle continuer à se battre, près de 3 décennies plus tard, transformant son chagrin en un moteur d'innovation sans précédent? Restez avec nous pour plonger au cœur de l'affaire Liam van den Branden, une histoire de perte insondable, d'amour inébranlable et d'espoir réinventé. Si vous découvrez notre chaîne Traces perdues, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos enquêtes approfondies. Chaque abonnement nous aide à continuer ce travail essentiel. Le vendredi 3 mai 1996, le hameau de Zenegat baignait dans une tranquillité presque pastorale. Situé au confluent de 3 cours d'eau, la Seine, le canal de Louvain et la Dyle, cet endroit rural près de Malines offrait un décor serein, presque idyllique. Personne n'aurait pu imaginer que ce cadre paisible deviendrait la scène d'un drame qui allait hanter la Belgique pendant des décennies. C'est ici que Liam van den Branden, un bambin de 2 ans, a été vu pour la dernière fois. Liam Chantal Justin Joseph van den Branden, né le 16 mars 1994, était un enfant décrit comme ayant le teint pâle, les yeux gris-bleu et des cheveux blonds. Mesurant 90 cm, il portait une légère marque de brûlure sur le coude gauche. Le jour de sa disparition, sa tenue était distinctive. Un jean vert, un pull gris avec des manches colorées sur lesquelles étaient inscrits les mots « Jungle King » et des chaussures de sport de couleur écrue à l'effigie des personnages de dessins animés Tom and Jerry. Liam, de groupe sanguin A+, et néerlandophone, passait un après-midi tout à fait normal chez sa grand-mère. Les événements qui ont conduit à sa disparition se sont déroulés avec une rapidité effrayante. Vers 17h15, Liam jouait avec son frère aîné Lévi et un ami. Sa grand-mère s'était brièvement absentée pour se rendre à la banque, une transaction financière de routine, laissant les enfants sous la surveillance de leur tante, Sandra Huismans, la sœur de la mère de Liam. À un moment donné, la tante a remarqué qu'une porte extérieure était restée ouverte. Après l'avoir refermée, elle a réalisé que Liam n'était plus dans la maison. La confusion initiale a rapidement cédé la place à une panique grandissante. La première pensée de la tante fut que Liam avait pu suivre sa grand-mère. Un appel téléphonique rapide à la banque a anéanti cet espoir. Elle s'est alors précipitée dans un café de l'autre côté de la rue, cherchant de l'aide auprès des clients. Une recherche désespérée a commencé tandis que la police était alertée. Un témoignage de cette journée décrit la tante rencontrant un homme près d'une voiture. Lorsqu'elle lui a demandé s'il avait vu un petit garçon, l'homme n'a pas répondu et est parti précipitamment. Elle a réussi à noter 3 chiffres de la plaque d'immatriculation, mais cette piste, selon les rapports, n'a jamais été exploitée avec succès par les autorités. La réponse immédiate des forces de l'ordre a été façonnée par la géographie unique de Zenegat. La maison des grands-parents étant située près d'une écluse et entourée de voies navigables, le scénario le plus probable était que Liam se soit éloigné et soit accidentellement tombé dans l'eau. Cette hypothèse de la noyade est devenue l'axe principal de l'enquête initiale. Un investissement massif en ressources humaines et matérielles a été immédiatement consenti. L'écluse voisine a été fermée pour stopper le courant, et la zone a été méticuleusement fouillée par 2 hélicoptères de la police, des chiens renifleurs et des équipes de plongeurs spécialisées de l'armée belge.
des dizaines de volontaires se sont joints aux plongeurs des pompiers dans un effort désespéré pour retrouver le garçon. Cependant, des jours de recherches intensives n'ont abouti à rien. Aucune trace de Liam, ni son corps, ni un seul vêtement de sa tenue si reconnaissable n'a jamais été retrouvé dans l'eau. Cette absence totale de preuves matérielles est devenue un point de discorde crucial, alimentant le scepticisme profond de la famille à l'égard de la théorie officielle. Le père de Liam, Dirk van den Branden, a toujours rejeté publiquement l'hypothèse de la noyade. Il a souligné la présence d'un mur de protection substantiel, d'1 mètre d'épaisseur, et à peu près de la même hauteur que son fils, arguant qu'il aurait été un obstacle majeur pour un enfant de 2 ans à surmonter seul. Dès le début, les parents de Liam, Dirk et Daniel Huisman, ont été convaincus que leur fils avait été enlevé. Ce fossé entre la thèse officielle et la conviction de la famille met en lumière un dilemme fondamental dans les enquêtes sur les personnes disparues, le conflit entre la probabilité et la possibilité. La réponse de la police était logique, donnant la priorité à l'explication la plus statistiquement probable. Pourtant, cette concentration était basée sur une supposition, pas sur des preuves. L'échec des recherches approfondies à produire le moindre indice donne un poids considérable à l'alternative moins probable mais tout à fait possible de l'enlèvement. La question critique qui demeure est de savoir si la focalisation intense sur la théorie de la noyade dans les 24 à 48 premières heures a pu coûter aux enquêteurs un temps précieux, un capital irremplaçable qui aurait pu être utilisé pour poursuivre plus agressivement la piste de l'enlèvement. Par exemple, en établissant des barrages routiers plus larges ou en interrogeant plus en profondeur les témoins potentiels, y compris celui de la mystérieuse voiture. Le coût de cette orientation initiale ne se mesure pas seulement en argent, mais en opportunités potentiellement perdues à jamais. Dans les années qui ont suivi, la disparition de Liam van den Branden s'est solidifiée pour devenir une affaire non résolue emblématique en Belgique. Pour la cellule des personnes disparues du pays, créée à peine 1 an plus tôt en 1995, le cas de Liam est devenu un dossier fondateur et profondément douloureux. À ce jour, il reste la seule disparition non élucidée d'un si jeune enfant depuis la création de l'unité, un rappel constant et sombre d'un mystère qui a résisté à toutes les tentatives de résolution. Le moment de la disparition a jeté une ombre longue et sinistre sur l'enquête. Liam a disparu au printemps 1996, une période où la Belgique commençait à peine à affronter les crimes horribles du ravisseur d'enfants et tueur en série Marc Dutroux, qui avait enlevé 2 de ses victimes plus tôt ce même mois. L'affaire Dutroux, en se dévoilant, a plongé la nation dans un état de traumatisme et de peur collectif, modifiant fondamentalement la conscience publique concernant la sécurité des enfants. Ce contexte a immédiatement conféré une plausibilité terrifiante à la théorie de l'enlèvement dans le cas de Liam, tant pour le public que pour les enquêteurs, même si aucune preuve directe n'a jamais lié Dutroux à cette disparition. Au fil des décennies, l'enquête a suivi plusieurs pistes potentielles, mais chacune s'est finalement révélée être une impasse, ajoutant à la frustration et au désespoir de la famille. Les témoignages initiaux du café voisin étaient trop contradictoires pour fournir une direction claire. Une personne a décrit avoir vu un homme avec un enfant, tandis qu'une autre a décrit une femme. La déclaration du frère aîné de Liam, qui n'était lui-même qu'un bambin, mentionnant un homme avec une barbe, a été jugée trop peu fiable pour constituer une piste sérieuse. Des années plus tard, de nouveaux espoirs ont été soulevés, puis anéantis. En 2004, une information reçue lors d'une émission de télévision a orienté les enquêteurs vers Hans Finch, un pédophile allemand connu qui vivait à Willebroek, non loin de Malines, en 1996. Il aurait été vu à vélo dans la région de Zenegat à plusieurs reprises en mai de cette année-là. Plus troublant encore, des entrées de son journal mentionneraient des travaux d'excavation dans son jardin le lendemain de la disparition de Liam. Hans Finch est décédé en prison en 2003, mais en avril 2014, la police a fouillé le jardin de son ancienne résidence. Un effort coûteux et complexe qui n'a malheureusement rien donné. Plus tard, une lueur d'espoir international a émergé lorsqu'un adolescent est apparu au Bundestag à Berlin
affirmant avoir vécu dans la forêt pendant 5 ans. Interpol a enquêté sur un lien potentiel avec Liam, mais cette piste a été définitivement écartée en juin 2012. Un test ADN a confirmé que le garçon était Robin Van Elsum, un jeune de 17 ans qui avait fui son domicile aux Pays-Bas. Chaque nouvelle piste représentait un investissement émotionnel et financier énorme, suivi d'une déception tout aussi grande. Cette histoire est un rappel poignant de la fragilité de la vie et de la force incroyable d'une famille face à l'impensable. Si notre travail pour mettre en lumière ces affaires importantes vous touche, n'hésitez pas à laisser un like pour soutenir la chaîne et la mémoire de Liam. Votre soutien, même symbolique, a une grande valeur. Au milieu de ces cycles d'espoir et de déception, une source constante de soutien pour la famille Van den Branden a été Child Focus, le centre belge pour les enfants disparus et sexuellement exploités. La création même de l'organisation est le produit de l'introspection nationale provoquée par l'affaire Dutroux. Pour les parents de Liam, Dirk et Daniel, l'organisation a été un partenaire indispensable dans leur lutte de plusieurs décennies pour maintenir vivante la mémoire de leur fils. Child Focus a été déterminant dans le lancement de nombreuses campagnes de sensibilisation, de la diffusion de photos vieillies par ordinateur à la création d'affiches numériques animées. Cependant, le financement de telles organisations reste un défi constant. Elles dépendent en grande partie de la générosité publique et des subventions, et chaque euro collecté est un investissement direct dans l'espoir de retrouver un enfant. Tout au long de cette épreuve, la détermination de la famille n'a jamais faibli. Dirk et Daniel ont toujours maintenu leur conviction que Liam a été enlevé et pourrait encore être en vie quelque part. Dans une interview de 2021, Daniel a exprimé sa conviction que Liam avait été emmené à l'étranger. Les déclarations poignantes de Dirk révèlent la profondeur de leur douleur et de leur détermination. « Je ferai n'importe quoi pour obtenir des réponses », a-t-il déclaré. Parce que si cette attention disparaît, l'espoir aussi. Il a également expliqué que malgré les photos vieillies, pour moi Liam est toujours ce petit gars de 2 ans et 2 mois. L'horloge s'est arrêtée le 3 mai 1996. Ce partenariat durable entre la famille et Child Focus illustre un modèle puissant. Alors que les enquêtes policières officielles, contraintes par les ressources et les priorités, doivent inévitablement s'éloigner des affaires non résolues, une fondation non gouvernementale peut servir de mémoire institutionnelle, veillant à ce qu'une affaire ne soit jamais vraiment classée dans l'esprit du public. La famille fournit l'impulsion émotionnelle et l'organisation fournit la structure et les ressources pour traduire cette impulsion en action. C'est une symbiose où l'argent et les dons du public se transforment en actions concrètes, en campagnes d'affichage, en soutien psychologique et finalement en espoir. Alors que les années se transformaient en décennies, les efforts pour retrouver Liam ont évolué, passant du travail de police traditionnel à une série de campagnes de sensibilisation publique révolutionnaires. En 2016, pour marquer le 20e anniversaire de la disparition de Liam, Child Focus a lancé la campagne Coins of Hope, pièce de l'espoir, une initiative d'une ampleur et d'une créativité sans précédent. En collaboration avec la monnaie royale de Belgique, 1 million de pièces officielles de 2 € ont été frappées avec une image vieillie du visage de Liam. Ces pièces, ayant cours légal, n'étaient pas destinées à être collectionnées, mais à circuler. La campagne a transformé une affiche de personnes disparues statique en un message dynamique et tangible, voyageant à travers la Belgique et l'Europe, portant l'histoire de Liam dans d'innombrables mains et poches. Chaque pièce avait une valeur monétaire de 2 €, mais sa valeur symbolique était inestimable, transformant chaque transaction financière en un potentiel acte de mémoire. 8 ans plus tard, en 2024, l'agence de marketing VML et Child Focus ont exécuté un pivot stratégique brillant avec la campagne « Bring them back », ramenez-les. Au lieu de lancer un nouveau concept, ils ont réutilisé le succès de l'initiative de 2016. La campagne a lancé un rappel public des pièces de l'espoir, demandant aux gens de les donner ou leur valeur monétaire à Child Focus pour financer son travail continu. En utilisant des affiches de style rappel de produits, des messages sur les réseaux sociaux et des appels directs, ils ont transformé un outil de sensibilisation en un puissant moteur de collecte de fonds.
Les résultats ont été stupéfiants. La campagne a généré plus de 110 000 € de dons publics et 500 000 € de partenaires entreprises. Cette somme d'argent considérable a non seulement permis de financer des actions immédiates, mais a aussi réussi à mettre la question du financement gouvernemental permanent de Child Focus à l'ordre du jour politique. En mai 2024, pour la Journée internationale des enfants disparus, Child Focus et VML ont dévoilé leur campagne la plus audacieuse à ce jour, une campagne qui a dépassé les médias physiques pour s'attaquer directement au monde numérique des algorithmes de recherche. La stratégie est née d'une réalité simple et brutale. Alors que très peu de gens recherchent activement Liam van den Branden en ligne, des centaines de milliers recherchent chaque mois la superstar du football belge, Thibaut Courtois. Le but de la campagne était de tirer parti de ce flux d'attention massif et existant. La pièce maîtresse était un acte symbolique puissant. Le père de Liam, Dirk, a soumis une demande officielle pour changer légalement le nom de son fils disparu en Thibaut Courtois. Bien qu'il n'y ait aucune attente d'approbation officielle, l'acte lui-même était une déclaration profonde de désespoir et d'amour, conçue pour capter les gros titres des médias. L'exécution technique de la campagne était une forme de détournement de recherche. En utilisant des publicités ciblées sur Google et YouTube, la campagne a intercepté les utilisateurs recherchant le célèbre gardien de but. Quand quelqu'un en Belgique tapait Thibaut Courtois dans une barre de recherche, l'un des premiers résultats était un avis de recherche pour Liam, sous le titre choc « Thibaut Courtois a disparu ». Cette tactique a été conçue pour percer la cécité aux bannières et forcer un moment de dissonance cognitive. Le vrai Thibaut Courtois a apporté son plein soutien, partageant l'avis de recherche sur son compte Instagram, où il a reçu plus de 4 millions de vues. L'efficacité de la stratégie a été prouvée de manière concluante par une campagne parallèle pour Juliette Gourmans, une adolescente disparue. Sa famille a demandé à changer son nom en Afitiam, une autre athlète belge très recherchée. 3 semaines après le début de la campagne, un nouveau tuyau a permis de retrouver Juliette saine et sauve. Ce succès tangible a fourni une preuve de concept irréfutable. Cette nouvelle méthodologie n'était pas seulement un gadget intelligent, mais un outil potentiellement salvateur. C'est un changement de paradigme. Au lieu de dépenser de l'argent pour créer une audience, on en emprunte une tactique qui reconnaît les réalités de l'économie de l'attention moderne. Alors que les campagnes publiques repoussent les limites de la créativité, des avancées parallèles dans la science et le partage de données ont ouvert de nouvelles voies, plus objectives, dans la recherche de Liam. En mai 2020, une étape cruciale a été franchie lorsque le profil ADN de Liam a été officiellement entré dans une base de données nationale pour les personnes disparues. Cela fournit un repère scientifique définitif qui pourrait conduire à une identification s'il est vivant et que son ADN est un jour collecté ou si ses restes sont découverts. Ce potentiel a été considérablement amplifié en avril 2024 lorsque la Belgique a adopté une nouvelle loi qui a démantelé un obstacle de longue date à la coopération internationale. Auparavant, les autorités belges ne pouvaient pas partager les profils ADN des enquêtes criminelles sur les personnes disparues avec les bases de données internationales. La nouvelle législation autorise explicitement la recherche et le stockage de ces profils dans les bases de données d'Interpol, notamment eFamilia. Ce service innovant utilise l'ADN des membres de la famille pour identifier des restes humains non identifiés dans le monde entier. Ce changement législatif, qui n'a pas de coût financier direct mais une valeur inestimable, élargit considérablement la portée géographique de la recherche et connecte le cas à un réseau mondial. Pendant qu'une voie de l'enquête suit la certitude stérile de l'ADN, une autre poursuit le domaine faillible mais puissant de la mémoire humaine en utilisant une technologie de pointe comme déclencheur. Cet effort est mené par le Cold Case Bureau Van Meerbeek, un collectif d'enquête indépendant. Composé de chercheurs bénévoles et d'analystes numériques, le bureau réexamine les affaires non résolues qui ne sont plus activement poursuivies par la police faute de ressources ou de pistes. Le financement de telles initiatives privées dépend souvent de dons et de la passion de ses membres. Un autre exemple de la façon dont l'argent du secteur privé peut combler les lacunes laissées par le secteur public. En août 2024, le bureau, en collaboration avec des étudiants en criminalistique et avec le consentement total de la famille Van den Branden,
a publié un nouveau type d'affiche de personnes disparues. En utilisant l'intelligence artificielle, ils ont créé des images hyper réalistes de la dernière scène vue. Ce ne sont pas de simples progressions d'âge, ce sont des vignettes soigneusement construites. Une image dépeint une version photoréaliste de Liam à 2 ans, portant son pull Jungle King, debout à l'endroit exact où il a été vu pour la dernière fois. Le but de cette technique n'est pas de créer un portrait parfait, mais de générer un contexte visuel puissant. L'enfant, les vêtements, le lieu, l'atmosphère, qui pourrait être assez puissant pour déclencher un souvenir dormant chez un témoin potentiel. L'accès à ces technologies d'IA a un coût, mais l'investissement en vaut la peine s'il peut apporter ne serait-ce qu'un indice. Près de 3 décennies après la disparition de Liam Van Den Branden, la recherche se poursuit sur 2 fronts distincts, mais parallèles. L'un est objectif et scientifique, une chasse mondiale à une correspondance ADN. L'autre est subjectif et psychologique, une tentative localisée de réveiller une seule mémoire humaine à l'aide de l'intelligence artificielle. Le cas de Liam Van Den Branden est une histoire de tragédie profonde et durable. Pourtant, il est devenu bien plus que cela. C'est une étude de cas sur le pouvoir inébranlable de l'amour parental. Ce fut un catalyseur pour la création d'institutions vitales comme Child Focus, et il a servi de creuset à certaines des techniques d'enquête et de sensibilisation les plus innovantes du XXIe siècle. Suivre l'histoire de la recherche de Liam, c'est assister à l'évolution de tout le domaine de l'enquête sur les personnes disparues. Les efforts de plusieurs décennies n'ont pas encore apporté à Dirk et Daniel Van Den Branden la réponse qu'ils cherchent si désespérément. Mais dans leur quête incessante d'espoir, ils ont, avec une nation de sympathisants, forgé un héritage remarquable de résilience et d'innovation face à des obstacles impossibles. L'horloge s'est peut-être arrêtée pour eux en 1996, mais la recherche de leur fils n'a jamais cessé d'avancer. L'histoire de Liam est un puissant rappel que nous ne devons jamais abandonner l'espoir. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour que sa mémoire et son histoire continuent de vivre et d'inspirer. Abonnez-vous à Traces perdues et activez la cloche pour être informé de nos prochaines enquêtes. Et dites-nous dans les commentaires, quelle est votre théorie sur ce qui est arrivé à Liam Van Den Branden? Chaque discussion maintient son souvenir vivant. Merci de nous avoir suivis.